Donc mon propos va être en deux parties. Dans une première partie, je vais parler des producteurs d'images qui ont fait des films sur les essais nucléaires, le CEP, deux grands producteurs, le cinéma militaire, d'une part, et la télévision en métropole. Et dans une seconde partie, dans une approche chronothématique, à travers quelques exemples de films, je vais montrer les permanences et les évolutions de la représentation et du discours liés au CEP et aux essais nucléaires, tout en ayant comme fil rouge dans cette partie de montrer comment la Polynésie et les Polynésiens ont été montrés à l'écran. Donc, premier grand producteur de films, le cinéma militaire. Dans les années 1960, l'armée dispose d'un service d'information qui prend le nom de Service d'information et de relations publiques des armées, le CIRPA. Et ce CIRPA chapeaute l'établissement cinéma et photo des armées, le CPA, qui réalise des films d'instruction pour les militaires en interne, mais également des films d'information, également pour ces mêmes militaires, mais hors de l'institution pour la faire connaître. Donc le CPA est un producteur institutionnel et il va travailler pour deux organismes qui nous intéressent au premier chef, l'ADIRCEN, Direction centrale des essais nucléaires, et le commissariat à l'énergie atomique, qui sont les deux principaux entités qui font fonctionner le CEP. Le CPA est au rendez-vous du premier essai nucléaire en Algérie en 1960, avec un documentaire qui s'appelle Reagan à leur H, et qui est réalisé avec l'idée d'une diffusion au grand public dans quelques salles de cinéma, mais également à la télévision, et avec une structure scénaristique qui va notamment emprunter au cinéma d'espionnage. Le ministère des Armées a mis en ligne l'année dernière, donc tout récemment, sur le site Image Défense, un corpus, quand on saisit le mot Polynésie, vous trouverez un corpus de plusieurs milliers de photos sur la période CEP et notamment également des films. Je fais ici un focus sur la direction des applications militaires qu'on a déjà évoqué, qui dépend du CEA. C'est les ingénieurs qui préparent et qui réalisent les essais. La dame va placer des caméras ultra rapides dans les blocos des sites de Mororoa et Fangatofa. Et ces caméras ultra rapides vont permettre de filmer et de photographier au millionième de seconde pour documenter le déroulement d'un essai nucléaire, des tout premiers instants d'explosion jusqu'à l'évolution du champignon. Ces images donc sont confidentielles, mais vont être, et j'en reparlerai, amenées à être diffusées au grand public et vont devenir des images iconiques des essais. Genre, cette photo, tout le monde la connaît, du tir les cornes dans les années 1970, qui va se décliner notamment en posters qui vont se retrouver dans de nombreux foyers polynésiens. Deuxième grand corpus de mon étude, la télévision. Alors je passe rapidement. La télévision, ça devient un médium incontournable dans les années 60, avec l'équipement des foyers et des évolutions techniques que l'on connaît encore à l'heure actuelle avec le numérique. Dans les années 60, la télévision est un organisme public, sous contrôle étatique. C'est l'Office de radio-télévision française, l'ORTF, qui n'est pas indépendant, ce qui a fait dire notamment au président Pompidou, en juillet 70, qui résume bien ce manque d'indépendance, l'ORTF, qu'on le veuille ou non, c'est la voix de la France. À l'arrivée du président Giscard en 1974, on supprime l'ORTF, et ce qui donne naissance aux chaînes de télévision qui gagnent en indépendance. Quand on regarde le corpus disponible dans les fonds de l'INA, quand on fait une recherche avec le toponyme Mururoa dans son orthographie française, on se rend compte que 80% des sujets sont des sujets courts diffusés dans le cadre du journal télévisé, donc dans une information à chaud, sans regard critique.
Également disponible en ligne et facilement accessible sur le site de l'INA. Vous trouverez une soixantaine de vidéos, de films tournés des années 60 aux années 90 et qui couvrent donc l'histoire du CEP. Également, ici, il faut le souligner, à la BU de l'UPF, vous trouverez 2 postes de consultation des fonds de l'INATEC, où là, vous avez tout le corpus de la télévision française et outre-mer. Donc j'en viens aussi à la télévision en Polynésie française. Alors elle est née d'un double mouvement. On peut rattacher ça au fameux cadeau ou compensation qu'avait dit De Gaulle. Et c'est Perfit, ministre de l'Information, qui relate que De Gaulle lui a dit en août 1964, à l'issue d'un conseil de défense, la télévision, je cite le général de Gaulle, la télévision ne doit pas traîner, il faut que les Polynésiens vivent en français, c'est un cadeau que nous leur devons. Avant, il insiste, les campagnes de tir. Mais c'est vraiment l'arrivée de la télévision en Polynésie française était déjà amorcée dans le sens où elle est le fruit d'une régionalisation déjà enclenchée en Outre-mer, puisque les premières chaînes télévisées aux Antilles et à La Réunion arrivent à la fin de l'année 1964. L'antenne de Télé Tahiti s'ouvre en octobre 1965. Autre grande date, quand on parle de la télévision sur le territoire, c'est RFO, dont tout le monde a encore la mémoire. Et il faut voir que ces chaînes ont toujours eu une tradition de relais des positions du pouvoir, donc un manque un peu d'indépendance d'action. L'état de la recherche, quand on regarde dans le corpus de l'INA, ne permet pas de retrouver des évocations du CP avant les années 1970. Donc, regard sur une production filmique dans ma deuxième partie. La période du début du CEP, la télévision est un relais pour faire connaître la politique nucléaire civile et militaire, notamment la force de frappe de la France. Et donc c'est dans ce contexte qu'on va trouver les premiers sujets sur le CEP à la télévision Métropole. Alors ça va être des sujets sur l'esprit bâtisseur qui est à l'œuvre en Polynésie. Alors, on va avoir des sujets sur la construction des énormes infrastructures à eau ou également sur le port de Papeete. On va aussi avoir la visite du Premier ministre Pompidou à Mururoa. C'est la première fois qu'on va entendre le mot Mururoa à la télévision à l'été 1964 avec un plan filmé aérien qu'on retrouvera assez souvent quand on parlera des sites du CEP, au moins Mururoa ou Fangatofa. À cette époque, les Polynésiens sont les grands absents, ils sont cantonnés à un folklore, on les voit chantant ou dansant, et on est vraiment là dans le mythe de la douceur de vivre qui marche à plein, et à mettre en parallèle avec un folklore qui a été encouragé, ça l'anthropologue Daniel Sherman l'a bien montré, que ce folklore était aussi encouragé par les autorités coloniales pour développer le tourisme, qui est vu comme le second pilier de l'économie polynésienne. La période des premiers essais, 1968, le cinéma militaire participe, donc réalise des documentaires. Nous sommes en 1900, juste avant le premier essai. Il y a un documentaire intéressant qui s'appelle Atoll à l'heure nucléaire, que vous trouvez sur le site Images Défense, où là, on va montrer que les infrastructures sont prêtes. On va faire montrer aussi l'énorme capacité militaire avec les moyens aériens et navals. Et on va conclure pour dire que malgré ce chamboulement, la vie, ça ne perturbe pas la vie des populations des Tuamotu. Je vous ai parlé des films que le CPA a tourné également pour la DIRSEN, pour le personnel interne. Et là, on s'aperçoit que le discours se fait plus explicite sur la radioactivité. Mais on met également, tout en mettant en avant la maîtrise du risque, notamment je pense à un film sur le service de santé du CEP, qui va montrer tout le panel à disposition, que ce soit les moyens de décontamination ou un service des grands brûlés à l'hôpital Jean Prince. Du côté de la télévision, une date importante, c'est la visite du général de Gaulle, en septembre 1966.
les films qui sont diffusés aux actualités cinématographiques ou à la télévision, on voit le général de Gaulle donc, parler des fameuses compensations et il ne trouve pas de contradicteur à l'écran. On peut trouver en amont quelques interviews de personnalités polynésiennes en mois de juin 1966 et notamment une interview de Pauline Tehariki qui, avec des mots assez justes et bien trouvés, va dire que l'arrivée du CEP va perturber notamment l'alimentation des Polynésiens. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Et elle va citer explicitement qu'il y aura un risque sanitaire. Elle va parler de danger radioactif, elle va citer les mots de césium, et elle va également citer les mots de leucémie et de cancer. L'année 68, passage au thermonucléaire, le CEP à la télévision, il est aussi montré dans une optique fictionnelle. Alors là, c'est un épisode de la série que vous connaissez sans doute qui s'appelle Les Chevaliers du Ciel, qui était une série qui montrait les aventures de 2 pilotes militaires, Tanguy et Laverdure. Et il y aura 4 épisodes qui vont être faits, tournés en Polynésie, où les 2 pilotes cherchent à déjouer les plans d'une secte d'origine chinoise qui cherche à contrecarrer les plans nucléaires français. Et donc là, on est un peu dans la résurgence du péril jaune. Les années 70-74, c'est là que les journalistes scientifiques, quand on va parler du CEP pour les périodes, dans ces périodes, les journalistes scientifiques vont avoir à la télévision la parole. C'est là qu'on assiste à la diffusion grand public des images de la dame. Et dans des formats un peu plus longs, on va trouver 2 documentaires ou 2 reportages de grand format assez intéressants. Ceux de Mururoa, en 71, une coproduction RTF-CIRPA. Le CIRPA va vite, à partir des années 70, voir qu'il faut faire des collaborations avec la télévision pour publiciser un peu l'activité du CEP. Donc le documentaire, ceux de Mururoa, on va sur le site d'essai et on interviewe in situ des ingénieurs et des militaires. Mais on ne donne pas la parole à la communauté polynésienne qui travaille sur le site. Un second reportage assez intéressant, Les cocotiers de la consommation en 70, où la télévision française va à la rencontre dans la rue de la jeunesse polynésienne notamment, et on s'aperçoit que la bombe dans la vie quotidienne est une présence assez anodine. Il y a une vainée qui va parler, qui va dire que la bombe, on s'en occupe pas, mais dès qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, comme une météo changeante, on dit c'est la faute de la bombe. Mais jamais dans un contexte de risque sanitaire. Et on s'aperçoit aussi, et c'est là que la télévision peut documenter peut-être un deuxième contact, une ouverture de la Polynésie sur le monde, puisque la jeunesse polynésienne qui est interviewée à cette époque parle d'envie d'ailleurs de partir faire des études en métropole. C'est aussi des années de contestation, les années 72-74. Alors la télévision nationale, on est encore au temps de l'ORTF, dans une émission qui s'appelle La bombe en avoir ou pas en 73, le journaliste Édouard Sablier, qui est un gaulliste assumé, reprend mot pour mot presque la vulgate gouvernementale. Il va s'appuyer sur le fascicule édité par le gouvernement sur les essais nucléaires, et notamment pour montrer que les essais à Mururoa sont plus propres que ceux faits par les Australiens en Australie. Si on veut avoir des échos quand même de la contestation, il faut se tourner vers la télévision régionale. Et je pense ici à une interview de l'abbé Jean Toula, qui avait participé à la campagne du Free et qui va être interviewé par la télévision en Limousin. Année 75, passage aux essais souterrains. Et là, ça va libérer la parole. Les journalistes scientifiques, on va parler dorénavant des inconvénients des essais aériens. On va dire qu'il y avait des problèmes de radioactivité quand même, et que le fait que les essais soient aériens, un manque de confidentialité, et on va aussi dire que le passage aux essais souterrains vont permettre de les résoudre, et on va montrer avec force ce schéma, le principe d'une explosion aérienne.
C'est aussi un début de tribune médiatique à la télévision en Polynésie. Dans les archives, on trouve quand même des personnalités polynésiennes politiques de tous bords qui demandent quand même à RFO d'avoir une tribune sur leurs antennes. Et là, je prends l'exemple assez frappant de Henri Hirault, qui, avec son charisme, va se servir quand même, à chaque fois qu'il peut passer à la télévision, pour relier son discours antinucléaire et de renouveau culturel de la culture maori. La période 85-91, alors quand on parle de médiatisation par le film du CEP, il y a deux grands pics médiatiques. L'année 85 qui s'explique par l'affaire du Rainbow Warrior et ses suites, qui va donner dans un premier temps plus de visibilité à Greenpeace, à l'écran. Mais le SIRPA va mettre en place ce qu'on appelle l'opération Maï, qui va faciliter le travail de la presse, notamment télévisée. Donc on va permettre à des journalistes de venir sur les bateaux de la Marine nationale ou des caméramens. Et donc, de fait, ces images vont se retrouver diffusées aux journaux télévisés. C'est aussi la visite du président Mitterrand à Moruroa, et RFO va faire un long format sur ce sujet. Et on va voir la mise en scène un peu des attributs régaliens propres au président de la République, avec une arrivée très protocolaire de Mitterrand sur l'atoll de Moruroa, donc en tant que chef des armées, et également le lendemain avec la mise en place du comité de coordination des ambassadeurs du Pacifique Sud. Donc le volet un peu diplomatique qui est un attribut régalien du président. Alors, le président Mitterrand amène dans cette seconde partie des années 80 une ouverture des sites. Là, je prends l'exemple en 1988 d'un documentaire, A Candid Look at Mururoa, qui est une coproduction CPA et CEA, qui est intéressant parce qu'il est en langue anglaise, et on peut, même si je n'ai pas encore trouvé la preuve dans les archives, on peut penser qu'elle a été réalisée pour être diffusée dans les pays anglophones du Pacifique Sud. Donc on met toujours en avant cette maîtrise de la sûreté, avec on autorise la visite des laboratoires de services de protection radiologique et biologique. On parle aussi de la mission du commandant Cousteau, le célèbre océanographe, qui a pu effectuer des prélèvements dans le lagon qui se sont révélés négatifs. Sauf que quand le commandant Cousteau avait sa propre série télévisée, et lui va parler plus ouvertement et va montrer des images sous-marines assez saisissantes du platier abîmé sur le site, et il va notamment commenter qu'on est face à une carrière de fragments de corail fossiles, ce que ne montrait pas donc le documentaire tourné par le CPA et le CEA. La période du moratoire, donc dernier essai en 91, puis période du moratoire, reprise de la dernière campagne d'essai en 1995 par le président Chirac. Donc de fait, on assiste à un second pic médiatique. Et là encore, le SIRPA va prendre les choses en main un peu pour gérer la communication de l'armée. Elle va mettre en place une antenne à Papeete qui va devenir le passage obligé de tout journaliste qui veut venir travailler sur la reprise des essais nucléaires. Une équipe de CPA va aussi également être envoyée sur place. Donc on assiste à une bataille médiatique avec Greenpeace, et des journalistes civils vont quand même pouvoir, ou même des caméramens vont quand même pouvoir aller sur les bateaux de la Marine nationale, mais également sur les bateaux de Greenpeace. Mais le SIRPA va faire pencher la balance médiatique du côté de l'armée, avec des sujets livrés clés en main qui vont être diffusés dans les journaux télévisés. Les images
du côté de Greenpeace, ne trouveront pas d'écho, sauf celle de l'assaut sur le bateau de Greenpeace. Du côté de RFO, RFO va être critiqué sur le territoire, notamment par le journal d'investigation Tahiti Pacifique. Il va reprocher à RFO d'être resté dans sa tour d'ivoire, de n'être pas allé sur le terrain pour documenter ou filmer les émeutes. La fin du CEP, ce qu'on peut dire à chaud au niveau du traitement médiatique. Là, je prends un exemple qui va montrer l'impact rétrospectif sur la vie quotidienne des Polynésiens sur le site. C'est un documentaire, un rush qu'on trouve à l'ECPA, où des caméramens, donc militaires, viennent interviewer 4 Polynésiens qui sont autour d'une table à déjeuner, et on comprend que, comme bilan, un des Polynésiens dit que son mariage n'a pas survécu à ses nombreux déplacements sur les sites, et également qu'on comprend à demi-mot, à une question posée, que la communication n'a pas été, la cohabitation, pardon, n'a pas toujours été facile avec les militaires. Mais en Polynésie, tout finit par une bringue. Dans le magazine Transocéan, qui a été réalisé, une co-réalisation RFO-CIRPA sur le démantèlement de Mururoa en 96, on retrouve donc dans une fête comme ça, un de ces Polynésiens qui, et là le documentaire va retenir ça, que en fait, quelque part, il est quand même, c'est une partie de sa vie qui s'en va, le fait de quitter le CEP. Donc voilà. En conclusion, ce qu'on peut dire donc de ce deuxième contact à l'écran, qu'on a une médiatisation qui est orientée et sous contrôle, mais que à l'heure actuelle, nous avons de précieux documents pour l'histoire des essais nucléaires, et que la Polynésie et les Polynésiens ont fait l'objet d'une lente représentation à l'écran. Si on voulait aller plus loin sur cette question des images liées au CEP, il faudrait se tourner sur la production des contestataires, notamment les films qu'ont pu faire Greenpeace, également le corpus de la télévision des pays du Pacifique Sud, et enfin les documents, les films amateurs d'anciens du CEP. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est bon, j'ai tenu les deux. Merci.